Bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Les sentiments d'injustice, de frustration, de découragement face à l'exigence posée de vivre au mieux avec le handicap se bousculent souvent dans le fracas de l'incompréhension. Mais l'énergie de l'acceptation, la force de l'amour et la puissance de l'estime de soi réaniment brillamment les couleurs de la vie réinventée. Sommaire. Aiguiser les potentialités de chacun, la MEDAV Passerelle d'Excellence en fait son métier. Ex-couvreur miraculé, Jean-Marc René Corail exerce ses nouvelles missions avec bonheur et fierté. Coup de cœur renouvelé pour le génie de la jeune Luane, ici en quelques notes sensibles. La trisomie vue du dedans, Michel Robin, mère de Stéphane, nous livre sa lumineuse vérité. La puissance de la conscience, Michael Guacide sait sublimer la vie en grande intelligence. Murmurer à l'oreille des chevaux, les usagers de la page y travaillent à la manade en toute sécurité. Papillon volé, bon mag. Avant, je fréquentais beaucoup les sourds, mais maintenant, je fréquente beaucoup plus d'entendants et j'ai quand même des échanges riches avec eux. Oui, je les aide à apprendre la langue des signes. Alors la MEDAV, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui accompagne donc des jeunes déficients sensoriels, donc déficients auditifs et déficients visuels, sur l'ensemble de la Martinique. Nous avons comme cœur de métier l'accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique des jeunes déficients sensoriels. La MEDAV a un agrément pour accueillir 127 déficients sensoriels. Donc ça va d'enfants âgés de 3 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc en fonction de leurs problématiques, en fonction de leur handicap et de leurs difficultés aussi, ils sont orientés par la MDPH, par la Maison départementale des personnes handicapées, vers un ou l'autre des services de la MEDAV. Faire ce métier, c'est aimer les personnes, c'est aimer aussi la population sourde, aimer la différence, d'accord? Donc, accompagner ces jeunes, pour moi, c'est m'épanouir, c'est m'épanouir aussi. Et donc, principalement, mon accompagnement se situe en fonction de leurs demandes. Comment se passe la vie à la maison pour toi? Je saute de joie, c'est super. Oui, je suis très contente parce que chez ma mère, j'étais plutôt triste, un peu gênée. Il y avait des problèmes. J'essayais de sortir pour chercher un appartement. Et là, maintenant que j'ai mon appartement, c'est bon, ça se passe bien. Bon, c'est quand même difficile, hein, il y a quand même des difficultés. Mais et puis la vie est difficile, c'est vrai. Mais j'essaie, pour tout le monde, c'est pareil. Et je fais des efforts. Voilà, et c'est vrai que je suis contente. Oui, mais je fais des efforts. La vie, c'est comme ça, quoi. Voilà, et puis j'ai de bonnes relations. Okay. Je n'abandonne pas, hein, je tiens. L'objectif de la MEDAV, c'est bien sûr de proposer toujours plus pour parfaire l'accompagnement que nous proposons. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu une réflexion de mener, notamment avec les familles et également avec les équipes, pour permettre une prise en charge qui soit un peu différente de ce qu'on retrouve pour l'instant sur la section, en tout cas professionnelle. Donc pour des questions de critères d'âge, on s'arrêtait avec nos jeunes à l'âge de 25 ans. On a travaillé donc sur un projet qui leur permet d'être orientés sur un nouveau service qui va permettre de les accompagner jusqu'à l'âge de 60 ans. Alors Jessica, depuis le mois de septembre, est arrivée avec une demande précise. Je veux quitter le domicile familial et vivre seule. Ok, pas de problème. Tu veux quitter le domicile familial, que faut-il faire? Eh bien, il faut rechercher un logement. Il faut informer ta mère, dans un premier temps, de ton souhait. Et en fin novembre, à peu près, un appartement que nous avions visité en octobre, elle revient là-dessus, elle me dit, celui-là, il me plaît vraiment, il me plaît, mais comment est-ce qu'on peut faire? Donc, je lui explique qu'il y a la CAF qui peut l'aider, il y a des aides au niveau du conseil général, comment faire? Donc, ensemble, nous faisons toutes ces démarches. Je crois que nous sommes en train de mener un combat, tic-tic, pour montrer un peu qu'au-delà de tous ces concepts qui sont utilisés par certains, intégration, insertion, parler de la personne handicapée, je crois qu'il faudra véritablement donner du sens à ça. Il y a un sociologue qui dit qu'il est important de savoir qui on est pour savoir comment se projeter. C'est Pierre Boutinet. Insertion,
Selon moi, c'est une démarche personnelle qui permet à un individu, c'est presque une démarche socio-pédagogique, qui permet à un individu de savoir qui il est, pour savoir comment il fait, dès lors qu'il a un projet. Mais faut-il encore, dans cette grosse molécule sociétale, on lui permette de rêver? Par conséquent, il y a Lidwin qui rencontre des difficultés, mais elle a envie de faire la cuisine. Elle est en situation de stage. Est-ce qu'elle a sa coupe en morceau pain pour vivre demain? Oui. Est-ce qu'elle a sa chute anti-poisson pour demain? Oui. Alors, maintenant, partons de cet état-là et on nous mène en haut avec les possibles qu'elle a. On nous pas pesanti qu'on nous a sous. Il dit sous sentiment. Maintenant, on arrête ça. On arrête ça. Donc oui, pour qu'un jeune puisse effectivement avoir les outils nécessaires à sa propre réussite, la MEDAV est un des acteurs à prendre en compte. Mon métier, c'était couvreur-zingueur. J'étais technicien poste de gouttière. Bon, et j'étais victime d'un accident de travail en 2001. En posant une gouttière, j'ai fait une chute de 7,50 m d'une échelle. Alors en tombant, je me suis dit, bah voilà, mon Dieu manque à mort, voilà. J'ai eu un traumatisme crânien, une fracture des deux os de l'avant-bras gauche, fracture des sinus musculaires droit et gauche, et puis j'ai fait un léger coma. Le médecin m'a expliqué que mon cerveau était resté trop longtemps sans oxygène. J'ai fait un AVC. Donc on a essayé de m'expliquer, on m'a dit que ça s'est passé au niveau du cerveau. L'œil, il est toujours vivant, mais j'ai perdu l'usage. Je n'arrivais plus à déterminer les distances, donc je ne pouvais plus aller en hauteur. Donc c'était très difficile. Pour conduire ma voiture, c'est très difficile aussi. La nuit, les conduites de nuit, mais très désagréable. C'est pour ça que le médecin m'a remis en reclassement professionnel. Le médecin m'a dit que j'étais un miraculé. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc c'était pas mon jour, je suppose. Donc après cet accident, j'ai été déclaré travailleur handicapé. Mais vous savez, hein, quand on entend parler d'handicap, vous savez, les patrons sont réticents à embaucher les personnes handicapées. Je suis resté 8 ans sans travail, donc inscrit à la NPE, en reclassement professionnel, et par le biais de l'URAS, j'ai pu intégrer l'UROS. C'était un stage à l'UROS. Les personnes de l'UROS m'ont proposé un stage à l'entreprise Béliard. Alors, l'entreprise Béliard, c'est une entreprise de service. Alors nous faisons de l'espace vert, clean garden, nettoyage industriel, clean building, et puis d'autres entreprises, bâtiments, peinture, le carrelage et tout. Et bien quand je suis arrivé le jour où M. Béliard, Joseph, m'a reçu, M. Béliard était à la recherche de 2 personnes au niveau de l'accueil pour une formation de 4 mois. Et si notre formation se passait bien, on avait la chance d'intégrer les entreprises Béliard. Oh, c'était une bonne chance, ça oui. Mais j'avais quand même, j'appréhendais parce que je n'avais jamais fait ce travail-là. Il fallait avoir de la poigne, il fallait avoir de l'envie, envie de travailler. Sortir de ce truc-là, de ces 8 années sans travailler, c'est dur quand même. Hein. Et puis, bon, enfin, j'avais envie de réintégrer le monde professionnel, donc il fallait faire le travail, c'est-à-dire donc ce que je fais actuellement. Donc agent d'accueil, standardiste, répondre au téléphone, c'était pas évident, c'était très dur. Monsieur Béliard a beaucoup apprécié mon travail, les clients étaient très satisfaits de mon accueil au niveau du standard. Oui, j'ai rêvé, je renais. J'ai oublié ma chute, j'ai oublié mon handicap. Certes, je vis avec, mais moi, pour l'instant, je travaille, je suis heureux de mon travail, je me plais énormément dans mon travail. Donc effectivement, vous avez pu remarquer, nous recevons énormément d'appels. J'arrive à les gérer parfaitement. Et donc, je note de façon à pouvoir transmettre les messages parce que, voilà, il faut être réactif, savoir écouter et transmettre. Parce que nous avons divers services, hein, comme je vous ai dit, il y a plusieurs entreprises. Connaître le travail de chaque personne, filtrer les appels. Monsieur Béliard est très content de mon travail, très content de moi. En tout cas, je suis très heureux d'appartenir à l'entreprise Béliard aussi. Je rêve à son visage et décline à son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire relire au fond de mes pensées.
Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent. Les portes laissent entrer, les cris même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, la vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présagent des malheurs, quels hommes répondent au pays de nos peurs. Tel un florilège précieux d'actes enrichis d'humanité, l'expertise de la MEDAV en fait un partenaire de choix auprès des familles. Elles qui demeurent les artisans de la confiance à regagner, elles, dont la voix féroce d'une vérité sans détour, a aussi le pouvoir de recoudre l'espoir. Écoutez, Papillon Capalé. Bonjour Michel Robin. Bonjour Fabrice. Comment avez-vous découvert le visage de la trisomie? Oh, je l'ai découvert de la façon la plus choc qui soit. Stéphane est né en 1970. J'avais 25 ans. Automatiquement, dans mon imaginaire, je n'attendais pas un enfant à problème. Et encore moins un enfant trisomique. L'accouchement était très difficile parce que non préparé, puisqu'il n'y avait pas eu d'échographie. Il est né par le siège. Ça a été une expérience assez terrible. En 5 minutes, on m'a dit que Stéphane ne marcherait jamais et qu'il était mongolien. Et quel a été votre plus grand atout pour faire le deuil de l'enfant valide? C'est une question difficile. Parce que ça a été la révolte. Je ne sais pas si j'ai fait un deuil. Je me suis vraiment révoltée. Parce qu'on se dit, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ça a été le refus de Stéphane. Je ne voulais pas de cet enfant. Et Dieu merci, les infirmières ont ce don de vous apprivoiser dans l'inacceptable. C'est-à-dire qu'ils mettent un beau jour, au bout de 2 jours, on a mis Stéphane contre moi. J'étais recroquevillée complètement depuis 2 jours, puis il y avait quelque chose de doux, puis j'ai touché, j'ai trouvé ça pas si vilain que ça. C'est un petit blond, c'était mignon. Je ne l'ai pas trouvé monstrueux. Je ne l'ai pas trouvé abject tel que les images dans ma tête. Ça n'a pas été facile. Il a fallu une certaine aide psychologique pour que j'accepte Stéphane. Et que je me décide à me battre pour lui en disant « je le garde ». Ce combat a duré 1 an. Et quel regard porte-t-on sur la différence de son enfant? La différence, on s'y fait. Parce qu'en fin de compte, pour survivre, on ne trouve pas si différent que ça. On va toujours chercher ce qui est proche de la norme. Stéphane a passé des phases exactement comme un enfant normal. Il s'est révolté à 7 ans parce qu'on s'identifiait, et puis on s'est révolté à 15-16 ans, on faisait de l'opposition parce qu'attention, moi je suis un mec, hein, j'ai des pulsions sexuelles, comment on gère ça Et puis maintenant, il a aussi des moments de révolte ou de non-acceptation lorsqu'il ne veut pas faire ce que je lui demande de faire. Comment vous êtes-vous laissé apprivoiser par la notion du handicap? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a un enfant trisomique, c'est très dur à vivre. Toute votre vie est faite de patience, d'attente, du progrès qui est fait. Mais tous ces progrès-là, ce sont des cadeaux. On vous fait des bonheurs. Vous attendez 1 an que votre enfant puisse porter la cuillère à sa bouche. On répète ça et
le jour où il y arrive. Mais c'est une fête. Et se découvre-t-on plus d'amour en soi? Ah oui. Plus d'amour en soi parce que ça, tous les parents d'enfants trisomiques vous le diront. Avec un trisomique, on apprend l'amour absolu. Lorsque, dans l'éducation, on est amené à sévir, parce qu'on ne veut pas d'un enfant capricieux, parce qu'on ne veut pas ci et ça, et qu'il faut redresser, hein, comme chez un enfant normal, certains travers d'attitude, et qu'on flanque une bonne claque, parce que ça suffit. L'enfant trisomique, quoi que vous fassiez, ne vous en voudra jamais au bout d'un petit peu, et c'est le premier à venir vers vous, à dire pardon maman, ou faire le bisou, à tenir le bras pour se réconcilier. Comment faut-il les aimer? Ah, mon Dieu, cette question, comment faut-il les aimer? On balance toujours entre la patience et l'acceptation. Si vous avez décidé un beau jour de vivre avec votre trisomique, eh bien, il faut en faire un trisomique heureux. On va à l'essentiel, on va à ce qu'il y a de la valeur humaine. C'est le seul message qui peut passer entre vous et votre enfant. Ce qu'il y a de la valeur humaine, c'est du domaine de l'intelligence du cœur, donc il vous faut apprendre ça. Toutes les réponses, c'est dans l'échange affectif, c'est dans cet amour qui passe. Le trisomique, vraiment, c'est quelque chose de dur à vivre, mais pour moi, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Cela a été pour vous un motif d'engagement dans le mouvement associatif? Oui, on s'implique complètement. Automatiquement, on prend en charge, lorsqu'on est actif dans ce genre de société, certaines missions à mener. Nous avons donc, comme en métropole, créé l'association des parents d'enfants trisomiques et troubles associés. On existe. Maintenant, nous avons à répondre à des besoins. Le besoin auquel il fallait répondre, c'est que les jeunes qui quittaient les IMP et autres structures scolaires ou autres à l'âge de 16-17 ans étaient renvoyés dans leur foyer. Nous avions donc à créer 2 centres d'activité par le travail et le loisir. Là, je ne suis plus présidente, mais toutefois, je vais quand même dans les centres. Il y a des manifestations au niveau de nos jeunes pour lesquelles il nous faut donner un coup de main, pour lesquelles il faut accompagner. On est tout le temps auprès d'eux. Je ne peux pas dire, tiens, je suis à la retraite, j'arrête tout. Hein. Non. Michael Gouassid, en situation de handicap maintenant depuis 6 ans. Alors mon histoire à moi, c'est vraiment, on va dire, vraiment une tragédie. Le 17 octobre 2005, je me dirigeais vers le François, en fait, pour tous ceux qui connaissent en Martinique. Je me dirige vers le François, j'arrive dans une intersection, il y a un camion sur la droite qui ne manque pas son stop, qui freine 1 mètre après le stop. La voiture étant derrière ce camion s'empresse de doubler par la droite et me percute. J'arrive 15 mètres plus bas. Je fais 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, mais après mon coma, je découvre qu'il me manque cette main gauche, ma jambe droite, et je suis paralysé à 80%. Donc, je ne sens plus rien. Je vous garantis qu'une personne vous coupe la route ou que vous fassiez une connerie, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes tout seul avec des souffrances, mais des souffrances que vous ne pouvez même pas imaginer. Vécu 65 opérations chirurgicales, rien que sur ce bras-là, comment il est déformé, je peux vous dire que c'était des douleurs atroces, des trous qu'il fallait gérer, des soins qu'il fallait gérer, des soins avec des plaies que je vous épargne même. Et là, je découvre un autre univers où je dois fonctionner seulement avec ma tête, où je dois fonctionner avec ce qui se passe, ce qui fonctionne réellement. Et là, je dois me dire que je dois faire face à quelque chose qu'on appelle la vie. Mais parallèlement à ça, j'ai découvert quelque chose de très puissant, c'est que je pouvais tout faire. Sur mon lit d'hôpital, j'ai eu le temps de retourner plusieurs fois ce que j'étais capable de faire, ce qui m'arrivait aujourd'hui et ce que je serais capable de faire après. Et j'ai pris l'initiative après de me battre. Prendre l'initiative de se battre, ça ne vient pas comme ça. C'est une prise de conscience de soi-même et après absorber cette conscience de soi-même, savoir ce qu'on est capable de faire, où on peut se relever. Cet accident m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Maintenant, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et quand je dis quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à partir du moment que vous savez où vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, parce que vous êtes relevé après cet accident, vous n'avez pas peur d'affronter la vie, parce que vous connaissez. Aujourd'hui, je suis conscient de moi-même. Je suis conscient du bras qui me manque, de ma jambe qui me manque.
je suis conscient de mon fauteuil. J'ai une perception de moi-même dans mon fauteuil, mais loin de là de me lancer une fleur ou une espèce d'ego de soi-même, c'est une pure conscience. Je ne parle pas là d'ego où je suis fier de ma personne, non, c'est pas ça. C'est une conscience de soi-même. Se dire, aujourd'hui, je me suis relevé là où tant de personnes ont foulé ce sol, justement, cet accident, et se dire que c'est fini, je dis que c'est pas fini. On peut encore se relever. Vous savez, dans l'accident, il y a deux choses à comprendre. C'est soit on meurt ou soit on vit. Mais quand on vit, il y a tout à gagner. Qu'il nous manque un bras, une jambe, qu'on soit en fauteuil roulant ou qu'il en manque le tronc, dès qu'on a sa tête, c'est le principal actif de l'homme. Et ça, c'est valable pour tous les hommes. Je rencontre encore des gens qui me disent que je n'ai pas le choix. Ils me disent, oui, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de te battre dans ta situation. Oui, j'ai le choix. Aujourd'hui, je peux rester chez moi, me coucher et ne rien faire. Vous savez, la médecine, après 3 ans, disait que je n'aurais pas eu d'enfant. Ma femme, elle est enceinte de 6 mois. J'attends un petit bébé. J'ai une maison aujourd'hui, j'ai pu acquérir, je conduis une voiture malgré ma situation. Il y a des choses extraordinaires qui s'offrent à moi, j'ai encore des projets plein la tête et je peux vous dire que ce n'est pas fini, ça ne s'arrêtera pas là. Je suis conscient de moi-même aujourd'hui et c'est ça, c'est ce qui me maintient vraiment, quoi. Pluie d'émotions et de lumière, la victoire sur le handicap hurle à l'amour. Quant à l'éveil des sens, à la manade, il se fait caresser en toute convivialité. Gardez Papillon d'Héros. Je m'appelle Jana Gustave. J'aime le cheval. Et mon cheval s'appelle Cristal. J'aime faire du tour. Cet atelier équitation adaptée a été mis en place donc, depuis septembre 2005. C'est une activité qui leur permet, en fin de compte, une approche déjà des chevaux. En même temps, apprentissage pour monter à cheval pour certains. Je dis bien pour certains, puisqu'il y en a d'autres, l'objectif n'est pas là, mais juste un objectif de bien-être, de pouvoir positionner son corps, faire des repérages spatiaux, quand on va à droite, à gauche, devant, derrière. Je suis monitrice d'équitation au centre équestre La Manade, donc là où nous nous trouvons actuellement. On propose diverses activités au centre équestre La Manade. Donc La Manade est le centre équestre qui s'occupe de tous les groupes au niveau de Sud-Basse-Terre. Ça permet de développer le bien-être de tous les cavaliers en situation de handicap. Et ça leur permet d'être bien dans leur corps et de s'épanouir. J'aime l'équitation. Ça me plaît. Le cheval permet aussi de prendre de l'assurance en soi-même. C'est vrai que c'est un animal qui est haut pour la plupart. Donc il y a aussi cette appréhension de dire le cheval bouge, mais en même temps au niveau du corps, pour eux, ça leur apporte une souplesse. On en a au départ certains qui avaient beaucoup de mal, qui arrivaient très vite en courant près des chevaux, qui étaient très brusques, qui ont appris à être beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes. Et ça leur fait énormément de bien. Mes camarades s'appellent Ludovic, Jean-Michel, Micheline. Je fais du cheval avec Maria et Florence. Donc à savoir qu'il y a un projet de groupe et il y a des projets individuels. Ils ont chacun un petit projet à part, outre la monte, la détente, aller se promener. Chacun a des objectifs un petit peu particuliers pour lui. Les objectifs collectifs, c'est déjà de créer un partage entre usagers qui ont un profil complètement différent, avec des difficultés complètement différentes. Donc c'est aussi savoir, je dirais, accepter les difficultés de l'autre et savoir aider. J'ai comme projet, avec les personnes en situation de handicap, de pouvoir faire des randonnées vers Saint-François, donc ça soit financé par la région, donc c'est un dossier qu'on va monter. Et également, le projet qu'on a toute l'année, c'est de leur faire passer les examens de la Fédération française d'équitation, les galops 1, voire même les galops 2. Donc le galop 1, ça consiste en fait à contrôler le cheval, pouvoir diriger, également pouvoir faire du trot, du galop. À partir du galop 2, on va demander au cavalier donc, de sauter avec son cheval. Donc pour conclure, l'objectif commun pour tous au niveau de la médiation cheval, donc c'est plus pour leur apporter de la socialisation, l'autonomisation et de la responsabilisation. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Film. Cinéma. Amis. Ce soir. Film.
Intouchable. Super. Venir avec nous. Ok. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je vais au cinéma avec des amis ce soir. Vous allez voir quel film? Intouchable. Super. Tu viens avec nous? Ok. Ouvrir au handicap les portes de la normalité est probablement l'un des plus grands défis de ce siècle. Et revisiter nos certitudes au seuil d'une autre vision citoyenne est un exercice urgent à pratiquer. Merci de votre fidélité, à bientôt et laissez Papillon voler.